Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Salaire, crise de vocation, laïcité, politique, tous les sujets ont été abordés pour la première interview du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Interview que nous décryptons dans quelques instants avec nos invités. On vous parlera également du projet Défier Vauban qui permet de mettre la technologie au service de la pédagogie. On vous expliquera tout en deuxième partie d'émission. Enfin, dans sa chronique, Mickaël Dorian nous emmènera en Algérie où l'apprentissage du français va être abandonné à l'école au profit de l'anglais. Mickaël qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Hier, Pap Ndiaye a adressé une lettre à tous les enseignants. Oui, 48 heures après son interview dont on a beaucoup parlé, accordée aux Parisiens, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a adressé une lettre directement aux enseignants cette fois. Alors ils auraient certainement préféré recevoir cette lettre avant l'article du Parisien et avoir donc la primeur de ces annonces. Surtout que dans cette lettre, Pap Ndiaye finalement ne fait que répéter ce qu'il a confié ce week-end à la presse, à savoir lutter contre les inégalités sociales à l'école, mettre l'accent sur les savoirs fondamentaux, travailler davantage sur le bien-être des élèves, engager une mobilisation forte sur le sujet de l'écologie et revaloriser le métier d'enseignant. Pap Ndiaye qui était en déplacement hier dans un lycée pro du Jura. Le ministre s'est rendu au lycée des Arts du Bois Pierre Vernotte à Moirans-en-Montagne. L'occasion pour lui d'échanger avec la communauté éducative et de découvrir les chefs-d'œuvre des élèves apprentis étudiants. Bonne nouvelle pour la rentrée prochaine, eh bien, l'allocation de rentrée scolaire va être réévaluée à la hausse. La semaine dernière, je vous parlais de l'augmentation, Virginie, du prix des fournitures scolaires. Ça permettra de compenser en partie cette augmentation. La revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire, elle s'élève cette année à 376,98 € pour les enfants de 6 à 10 ans, 397,78 € pour les enfants de 11 à 14 ans et 411,56 € pour les adolescents de 15 à 18 ans, soit une augmentation de 1,8% cette année. Alors on va parler aussi de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Marina Foïs, qui enfant n'était visiblement pas faite pour le piano. Oui, on a souvent parlé des activités périscolaires sur le plateau du Grand JT de l'éducation. La musique en fait partie. Vous avez appris à jouer d'un instrument, petite Oui, le Virginie? piano. Le piano. Une cata. Marina Foïs était ce matin l'invitée de Philippe Vandel dans son émission Culture Média sur Europe 1. Elle aussi, elle a pris des cours de piano, mais visiblement, c'était pas son truc. Écoutez. J'ai fait 8 ans de piano, sauf que la prof a fini par convoquer mes parents en disant franchement, elle a aucun talent, même au-delà du talent, elle a aucune aptitude. Laissez-la tranquille. Alors que j'étais une gamine, je savais faire. Je veux dire, j'étais pas un enfant inadapté, je savais faire plein de trucs, mais j'étais nulle en musique, donc on a arrêté. Le prof qui convoque les parents, j'avais encore jamais vu. Non, en général, c'est les parents qui convoquent la prof. En disant mais arrêtez, vous foutez de l'argent par les fenêtres, ça n'ira nulle part cette histoire. Décidément, on a vécu les mêmes choses, elle et moi, parce que moi, c'était pareil. Vous aussi? Ah oui, c'était une catastrophe. 8 ans de piano ou 9 ans, je ne sais plus. Ah, parce que j'allais vous demander de me jouer un petit morceau. Avec quoi, exactement? C'est-à-dire, je ne vous pose pas la question. Heureusement, vous savez que Loïc Landreau, tout d'un coup, a intégré votre corps. Ça serait transformé en clavier de piano. D'accord. Bon, alors, allez, soyons sérieux, reprenons. Salaire, crise de vocation, laïcité, politique, tous les sujets ont été abordés pour la première interview de Pap Ndiaye chez le confrère du Parisien. Que retenir de cet entretien? On décrypte ça tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir à nouveau Michel Fize. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue. On ne vous présente plus évidemment, mais sur le Grand JT, toujours, on fait la part belle à nos invités. Et également Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-INSA. Bonjour. Merci d'être également avec nous. Première interview accordée depuis sa nomination au poste de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Pap Ndiaye a discuté pendant près d'1h30 avec nos confrères du Parisien ce samedi. Et l'interview a fait beaucoup réagir, notamment sur 2 sujets essentiels que sont la rémunération des profs et les arrêts maladie, évidemment d'autres sujets qu'on va aborder, mais ces 2 premiers sujets qui sont pour moi vraiment ceux qui ont déclenché le plus de réactions. Commençons donc avec la question cruciale des salaires. C'est la question qui a fait vraiment grand débat ces 5 dernières années pendant le mandat de Jean-Michel Blanquer. La hausse de rémunération, je cite, sera composée de 2 parts. La première sera non conditionnée et appliquée à tous les enseignants. Déjà, première réaction par rapport à ça, appliquée à tous les enseignants. Michel Fize. Je crois que c'est dans la continuité des engagements du président de la République.
qui souhaitait absolument qu'il y ait un rattrapage des salaires de nos enseignants par rapport à ceux de leurs collègues européens, car nous sommes évidemment très en retard, même d'ailleurs avec 2 000 € net par mois. Pour les débutants. Nous serons encore dans une zone, sinon basse, du moins moyenne. Voilà, donc je pense que les conditions matérielles, c'est évidemment important pour les enseignants, pour toutes d'ailleurs les catégories professionnelles qui réclament des augmentations de salaire. J'ai envie de dire tous les Français. Oui, voilà, tous les Français aujourd'hui. Bon, évidemment. Il y a les chauffeurs routiers encore récemment. Bien sûr. Voilà, donc on est évidemment face à un problème global de revenus. Alors, il faut sectorier évidemment les avancées. Donc, évidemment, c'est important que les enseignants qui ont beaucoup lutté pour arriver à cette situation d'amélioration, qu'ils soient les premiers candidats servis donc en 2023. Alors, premier justement en 2023, ça me paraît extrêmement tard parce que c'est quand même une annonce qui avait été faite il y a un petit moment, encore un an. Bon, voilà, 2 000 € net pour tous les enseignants débutants en 2023. Jean-Michel Blanquer en avait déjà parlé, Bruno Bobkiewicz, une réaction par rapport à ça ? Il faut que le cycle de négociation puisse se faire dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir échanger, et c'est l'engagement qui a été pris avec les organisations syndicales représentatives enseignantes pour travailler le sujet. Il ne s'agit pas de bâcler et dire voilà, ce sera comme ça et pas autrement. Ça nécessite, on voit bien, en fonction de ce qui a été annoncé, ce que par fixe, par conditionné, ça nécessite une concertation, une discussion, une négociation sur les contours précis du conditionnement, et ça ne se fait pas en claquant des doigts. De toute façon, ça ne peut fonctionner quasiment qu'en année scolaire, cette affaire. Donc on sera sur septembre 2023. Voilà, c'est compliqué d'aller plus vite, et de toute façon, si ça va trop vite, alors sur les augmentations salariales, quand ça va trop vite, a priori, on ne dit pas grand-chose, mais là, en l'occurrence, ça a des conséquences sur le métier, notamment sur la part conditionnée. Ça se budgète, ou ça se budgétise, je ne sais pas comment on dit exactement, mais en tout cas d'un point de vue loi de finances, tout ça, ça se travaille et ça nécessite un peu de temps. On peut le regretter, ok, mais le temps va permettre de bien discuter et de bien négocier les contours. Alors, si vous permettez, c'est pas tant que je regrette effectivement le temps que ça prend, c'est juste qu'en fait, ça fait quand même très longtemps qu'on parle de revalorisation salariale des enseignants et de tout le personnel éducatif. Donc, je m'interroge toujours avec cette idée qu'effectivement, il vient d'être nommé, Pape Ndiaye, mais ces problèmes de rémunération des professeurs, évidemment, des enseignants débutants, mais aussi après, se posent. Je vous fais suite du tweet de Sophie Vénétité. Un peu plus de 12 ans de carrière et je gagne 2 000 € net. En 2023, je gagnerai autant qu'un prof débutant qui aura pour perspective de rester 10-12 ans au même salaire. Paye ton attractivité avec un smiley qui évidemment fait la tête. C'est l'ensemble de la carrière qu'il faut revaloriser et sans contrepartie. J'aimerais une réaction, Bruno Bobkiewicz. Oui, de toute façon, je suis Sophie Vénétité sur Twitter, donc j'ai bien vu son tweet sur la question. Va effectivement se poser la question du collègue en milieu de carrière, ou en tout cas au bout des 10 premières années, qui va avoir le sentiment que celui qui arrive va gagner autant que lui. Bon, est-ce qu'il faut de ce fait annuler toute négociation et discussion sur le sujet? Évidemment que non, et qu'il faut évidemment travailler la suite des échelons. Néanmoins, vous voyez que ça pose plein de problématiques. En un tweet, elle évoque les difficultés que ça pose et le ressentiment que ça peut générer. D'où l'intérêt, effectivement, de se poser, de prendre du temps. Mais encore une fois, depuis le programme présidentiel, on voit bien qu'il y a une volonté d'avancer sur cette question, mais pas sans contrepartie totalement. Donc là, le fait qu'il y ait deux notions différentes, c'est-à-dire vraiment la première partie sans contrepartie et une deuxième partie avec l'idée du pacte, qui fait partie du programme présidentiel, eh bien tout ça, ça va prendre un peu de temps de mise en œuvre. Donc, oui, mais et ça a déjà été en honnête. On ne part pas de rien. Le problème, c'est cette question de temps. C'est-à-dire qu'en fait, les réformes, ça fait quand même longtemps, près de 40 ans qu'on parle de réforme. Et une réforme, c'est très long à appliquer. Donc, est-ce qu'on a le temps pour ça? Est-ce que les professeurs ou les enseignants vont pouvoir attendre? Est-ce que la société est en mesure de pouvoir attendre? Alors, je pense qu'il va y avoir...
sans doute pour certains d'entre eux, un petit coup de pouce indirect avec le dégel du point d'indice, puisqu'on annonce qu'il y aura 4 points, évidemment, d'indice concernés. Alors, évidemment, ça concerne le personnel enseignant et éducatif ayant le statut de fonctionnaire. Moi, d'ailleurs, je m'étonne qu'on ne porte pas sur la table aussi la question du statut des personnels éducatifs, parce que depuis des années, on glisse vers la précarisation, on glisse vers des statuts, donc vers le contrat, au détriment du statut de la fonction publique. Alors, si on considère quand même que l'éducation nationale est un service public, avec le service public, il y a traditionnellement la fonction publique. Donc moi, j'ouvre une piste peut-être pour notre ami du syndicat UNSA, parce que bon, je crois qu'effectivement, il faut revoir aussi les conditions de travail, la précarité de l'emploi. Voilà, je crois que c'est aussi un problème qu'il ne faut pas oublier. Une réaction justement, Bruno Kiewicz, à ce que dit Oui, je pense qu'on a la même problématique chez les personnels de direction. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a 2 sujets. Et je pense que du côté enseignant, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a à la fois une question de rémunération qui est évoquée dans l'article et dans les intentions et dans le programme du président Macron, et on a la problématique des conditions d'exercice. Et donc, il faut effectivement avancer sur ces 2 sujets, puisqu'on voit bien que à l'intérieur même de l'éducation nationale, mais même au-delà, les jeunes aujourd'hui ne sont pas uniquement attirés que par le salaire, ils sont attirés aussi par la façon dont ils vont être traités dans l'entreprise et tout ce qui va autour de l'entreprise. Et donc cette question des conditions d'exercice doit être traitée au même titre que, effectivement, je partage l'idée de la rémunération. Alors, on va parler justement du bien-être, puisque Pape Ndiaye l'a évoqué dans l'interview, mais ça, c'est un peu plus loin. Je voudrais continuer juste sur l'aspect salaire. Il parle d'ajouter un bonus pour les professeurs qui irait plus loin. Donc, toujours cette histoire de bonus. Donc, on paye un peu au mérite. C'est encore la question qu'on se pose et les réactions, évidemment, de beaucoup d'enseignants. Et puis, l'idée des heures sup qui seront payées. Une réaction par rapport à ça, Michel Félix, ça vous choque ? Je pense que le problème est encore une fois très mal posé. Je crois qu'il faut s'intéresser aujourd'hui sur la fonction de l'enseignant. Quelle doit être la mission de l'enseignant ? On l'évoquait, je crois, il y a quelques jours. Bon, transmettre des connaissances, que le ministre rappelle, mais également accompagner l'élève jusque peut-être à s'immiscer sans briser l'intimité, s'immiscer dans sa vie personnelle, qui peut être extrêmement compliquée. Tout ça, à mon avis, ça fait partie d'un corps de métier qu'il faut donc revoir pour tous les enseignants. Parce que là, on va avoir effectivement 2 catégories, donc ceux qui vont être jugés méritants, mais sur quels critères exactement ? Il faudra s'impliquer en dehors de la salle de classe, mais combien de temps ? Pour quel type d'activité ? Voilà, je pense que la notion de mérite est une notion quand même un peu casse-cou. Donc je crois que le véritable fond du problème, c'est le rôle de l'enseignant dans ce 21e siècle. Est-ce que c'est même pas une notion un peu dégradante, Bruno Kiewicz, selon vous, de parler de paiement de salaire au mérite pour les enseignants ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression... Ça renvoie à l'idée que finalement les enseignants vont travailler très peu, que le corps enseignant est un peu toujours en vacances, que certains pensent, et que beaucoup viennent nous dire en plateau, en fait, cette image qui est très dégradante pour le personnel de l'éducation. Est-ce que ça ne renvoie pas encore à cette idée-là ? Non, je ne crois pas. En tout cas, moi, j'associe pas forcément la notion de mérite à une notion dégradante. Pour autant, j'y suis pas favorable. Donc, moi, je crois plutôt que l'idée de l'augmentation conditionnée, en tout cas de la part d'augmentation conditionnée, c'est plutôt d'intégrer dans la rémunération et donc dans le supplément de rémunération un certain nombre d'actions que l'enseignant va s'engager à faire tout au long de l'année. Et je pense que si le ministre évoque la question des absences de courte durée qui ne sont pas remplacées et qu'on a du mal effectivement à mettre en œuvre dans nos établissements, si on parle de devoirs faits, tout ça sont des notions, des périmètres d'intervention des enseignants qui vont pouvoir s'intégrer dans le service et donc dans la rémunération supplémentaire. Il ne s'agira pas de dire le professeur a mérité, le professeur s'est engagé à, donc il est payé en plus pour. Par contre, il y a une obligation de ce fait de remplacer des enseignants
comme on le fait effectivement dans un certain nombre d'établissements sur des périodes, des petites périodes, etc., etc. Hein, donc on est plutôt sur une logique d'engagement. Et si on va au bout de la comparaison internationale, c'est précisément ce qui se passe dans d'autres pays. On prend souvent l'exemple de l'Allemagne. Le niveau de rémunération en Allemagne est de 30% supérieur à celui en France, mais avec un périmètre d'intervention élargi. Et donc, de ce fait, le nombre d'heures de présence dans l'établissement est différent. Oui, mais tout dépend, tout dépend du salaire de base. Si déjà le salaire de base est à revoir et qu'il ne convient pas, là on parle d'heures supplémentaires, donc dans le travail supplémentaire. Donc c'est déjà le salaire de base qui ne convient pas et qui fait le salaire en Allemagne, le salaire de base en Allemagne est de 30% supérieur parce qu'il y a des missions supplémentaires dans le périmètre obligatoire des enseignants. Et oui, ça on oublie souvent de... Oui, mais je pense qu'il faut quand même insister sur le fait que le système scolaire n'est pas tout à fait le même, que les après-midi en Allemagne sont quand même occupés par autre chose que les enseignements traditionnels. Donc je n'ai pas la réponse sur le nombre d'heures de cours auxquels sont astreints les enseignants allemands, mais je parierais quand même sur un nombre de cours inférieur au nombre d'heures que l'on demande aux Français. Alors, vous parliez des arrêts maladie, justement, Bruno Bobkiewicz. Je vais citer à nouveau Papa Ndiaye dans cette interview donnée aux Parisiens. Je rappelle que cette interview, elle n'était pas lisible par tous, puisqu'elle a été protégée sur le net. Mais bon, certains ont pu la lire. Elle n'était que pour les abonnés. Nous voulons donc faire en sorte qu'une absence du professeur d'histoire géo, par exemple, soit compensée par son collègue en français. Il utilisera ses heures pour faire une double dose de français. Et quand le collègue d'histoire-géographie reviendra, il compensera en prenant sur les heures de français. Alors là, ça a été l'apothéose sur le net. Les réactions ont été vraiment terribles. Est-ce que réellement c'est choquant ou pas, selon vous, Michel Fize? Alors d'abord, ça rejoint une idée essentielle qui est dans ce même discours entretien, quand le ministre parle de l'école actuelle, qui est un face-à-face entre l'enseignant et sa classe, voilà, et qu'il appelle à penser collectivement l'enseignement. Donc, voilà un exemple, hein, à partir de ces chassés-croisés géographie, histoire géo et français. Je crois encore une fois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main, hein, mais ça rejoint encore une fois la question du statut et de la fonction de l'enseignant. Est-ce qu'il doit rester monodisciplinaire ou est-ce qu'il doit prendre en charge effectivement une, voire plusieurs disciplines? Bon, je crois qu'on peut pas répondre en disant bah non, rien ne change, donc chaque fois qu'il y a un petit écart, on va évidemment protester. Voilà. Moi, je pense qu'il faut réfléchir encore une fois ce métier d'enseignant, qui est un métier aujourd'hui qui n'est plus, je crois, en adéquation parfaite avec le 21e siècle. À l'instar d'un directeur des ressources humaines qui pourrait très bien prendre le poste de directeur de la comptabilité, par exemple, Bruno Bobkiewicz, c'est ça qu'on demande finalement aux enseignants? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est sur une surinterprétation négative des propos qui ont été tenus. Il s'agit de dire que l'enseignant d'histoire géo est absent. Je rappelle que la grande majorité des absences ne sont pas des arrêts maladie, sont générées par l'institution elle-même. Donc on ne peut pas reprocher aux enseignants d'être très absentéistes, c'est faux. Quand ils le sont, la plupart du temps, c'est pas parce qu'ils sont malades, et d'ailleurs ils auraient le droit quand bien même d'être malades, mais en l'occurrence c'est parce qu'ils sont appelés eux-mêmes par l'institution pour d'autres missions, des stages, des formations pour les examens, des corrections, etc., etc. Donc c'est l'institution d'abord elle-même qui génère l'absentéisme des professeurs. Il faut quand même le redire pour qu'on évite de faire passer les enseignants pour ce qu'ils ne sont pas. Ça, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas le deuxième élément, c'est que... Ce n'est pas mon propos du tout, justement. Je m'interroge sur la question. Je sais que ce n'est pas le vôtre, mais c'est parfois une petite musique de fond. Tout à fait. Le deuxième élément, c'est que le remplacement de courte durée, ça n'est pas de dire au professeur d'histoire géo qu'il va faire du français, c'est de dire au professeur d'histoire géo que lorsque le professeur de français sera absent et que potentiellement lui sera disponible, il pourra s'engager à prendre la classe à ce moment-là pour faire sa discipline d'origine et non pas celle de son collègue. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour faire de l'occupationnel. Et je pense que la logique de
de la rémunération supplémentaire conditionnée, eh bien, pourrait intégrer des heures de remplacement de courte durée, tel que je l'ai compris en tout cas dans le pacte tel qu'on me l'a en tout cas présenté. Voilà. Alors sur la grande interrogation qui arrive donc, dans quelques mois, c'est-à-dire la rentrée scolaire, la rentrée 2022-2023, oui, il y aura un prof devant chaque classe à la rentrée. C'est vrai, nous avons un problème de recrutement. Donc nous ferons appel à des contractuels, mais il faut relativiser. Ce type d'enseignement représente 1% dans le premier degré et 8% dans le second, avec des variations régionales. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres aussi, Bruno Bobkiewicz ? Alors, d'un point de vue national, je n'ai pas d'éléments. Ce que je peux dire, c'est que ça me semble peu par rapport à la réalité du terrain. Et qu'on a des écarts territoriaux qui sont très, très importants. La réalité de l'Académie de Créteil et Versailles, par exemple, et d'un département comme la Seine-Saint-Denis en particulier, que je connais bien, est sensiblement différente de l'Académie de Limoges. Donc, et le nombre de contractuels, de non-titulaires face aux élèves, et j'ai envie de dire malheureusement bien plus élevé à Créteil et à Versailles. Donc vraiment, il y a certainement un pourcentage moyen qui me semble un peu minoré par le ministre dans sa déclaration, mais il a certainement plus de précision là-dessus que moi. Néanmoins, ça cache de grosses inégalités. Ça, c'est certain. On se rappelle évidemment du tollé qui a fait le job dating de l'Académie de Versailles. Et pourtant, c'était un tollé plus, on a l'impression en tout cas, dans la forme, dans l'intitulé, que dans le fond. Qu'en pensez-vous, Michel Fizy ? Je pense encore une fois que les questions de conjoncture ne doivent pas être négligées. Mais dans l'interview du ministre, il n'y avait pas que ça, fort heureusement. Il y a aussi le sens qu'il entend donner à l'école ou qu'il entend rappeler, parce que c'est, je dirais, un discours qu'on aurait qualifié de changement dans la continuité, avec évidemment des réformes qui ont été engagées et faites par le précédent ministre qui vont être maintenues, Parcoursup et la réforme du lycée en particulier. Mais je pense qu'il y a dans les propos du ministre quand même une ambition, parce que bien sûr qu'il nous rappelle que l'école c'est le lieu des savoirs fondamentaux. Bon, moi j'aurais bien aimé quand même qu'il nous dise une fois pour toutes quels sont ces savoirs fondamentaux, voilà, et comment on les transmet, parce que derrière les savoirs fondamentaux, il y a essentiellement le français et le maths qui sont quand même deux disciplines en grande perdition aujourd'hui. Toutes les enquêtes internationales le disent. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose que M. Blanquer avait dit, mais que M. Pap Ndiaye rappelle. L'école, ça doit être aussi le lieu du bien-être et de l'accueil. Donc il insiste sur le bien-être des élèves et de l'équipe éducative. Donc il rappelle bien qu'il y a une communauté éducative. Voilà, parce que l'école ne doit pas être un bagne. L'école, on doit y trouver du plaisir. Vous n'avez pas répondu du tout à ma question, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je vois que vous avez l'habitude finalement des plateaux. Je vais donc reposer la question à Bruno Bobkiewicz et après on va revenir sur ce qu'on a vu dans le Parisien avec le bien-être évidemment du personnel éducatif et des élèves qui était la pensée de Pap Ndiaye. Donc juste par rapport au recrutement des professeurs pour la rentrée 2023, Bruno Bobkiewicz, du coup, c'est à vous que je la pose la question. Est-ce que c'était pas un petit tollé, ou en tout cas un petit séisme, ce job dating, plus dans la forme, dans l'intitulé, que dans le fond? Si, parce qu'en fait, depuis très longtemps, les académies qui, à un moment donné, ont besoin de personnel en cours d'année procèdent à ce type d'opération. Donc, on a des recrutements réguliers par les corps d'inspection, et pour pouvoir recruter, il faut faire des appels à candidature. Après, d'habitude, ça ne s'appelle pas job dating, et d'habitude, il n'y a pas une couverture média comme il y a eu cette fois. Donc oui, il y a certainement une erreur de communication, mais finalement qui a plutôt mis en lumière le besoin de l'Académie de Versailles, et qui a peut-être servi l'Académie de Versailles en termes de communication, mais en l'occurrence, je suis d'accord avec l'idée que c'est plus un problème de forme que de fond. Quand il y a besoin de personnel, eh bien une entreprise fait un appel à candidature pour avoir des personnels. En l'occurrence, là, on parle de non-titulaires nécessaires pour la rentrée. Donc, c'est pas complètement anormal que de le faire. Maintenant, la façon dont ça a été présenté a certainement été détournée de l'objectif numéro 1. Alors, on parlait donc depuis son élimination. Oui, dites-moi. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oui, formidablement bien, je vous remercie. Vous ne m'avez pas fait du fils dans le texte, mais on va y venir. Mais je sais que Bruno Bobkiewicz, vous savez aussi défier. Vous savez aussi pouvoir... Non, mais il faut quand même, simplement, je rajouterai un petit point, il faut quand même bien souligner le fait qu'il y a une pénurie de candidats dans certaines disciplines. Hein. On parle beaucoup des maths. Hein. Les maths, elles ne sont pas seulement sinistrées au niveau des élèves, elles sont sinistrées aussi des personnes adultes qui hésitent à s'engager dans cette discipline aujourd'hui. Et pas que les maths, d'ailleurs, beaucoup d'autres matières, car effectivement, les enseignants désertent. Il faut susciter l'envie, comme on dit, hein, dans ce métier. Exactement. Comme dans les autres. Voilà, on pense à Johnny. Depuis sa nomination, donc... Oui, dites-moi. On peut peut-être évoquer les leçons au premier degré. Hein. C'est-à-dire que je crois que la problématique dans certaines académies, et je pense encore une fois à Versailles et Créteil, quand on voit le taux d'admis par rapport au nombre de places dans les concours réservés Versailles et Créteil, on peut s'inquiéter effectivement du côté du premier degré pour la rentrée 2022. Ben oui, tout le monde est très inquiet, évidemment, les parents comme les professeurs, comme le monde éducatif. Donc je disais, depuis sa nomination, Pap Ndiaye est décrit comme à l'opposé de son successeur. La question naturellement se posait lors de cette interview dans Le Parisien. Serez-vous l'anti-Blanquer, posé journaliste? Réponse de Pap Ndiaye, il y aura des éléments de continuité forte avec mon prédécesseur, notamment sur les savoirs fondamentaux, vous en parliez. On retouche, on améliore, mais on ne change rien fondamentalement à Parcoursup et à la réforme du lycée. Une réaction par rapport à ça, Bruno Bobkiewicz? Pour vous, c'est important justement de continuer les réformes qui ont été amorcées déjà par Jean-Michel Blanquer, enfin plus qu'amorcées d'ailleurs, qui ont été faites par Jean-Michel Blanquer? Ce qui est important, surtout pour nous, c'est, avant d'entamer une quelconque volonté de changement, c'est de pouvoir analyser correctement ce qui s'est passé. Et donc, ce qui est fondamental, pour nous déjà, c'est de ralentir sur la question du rythme des changements. Je pense que c'est ce qui a contribué au gros bouleversement et la déstabilisation, notamment du monde enseignant ces 5 dernières années. Donc il faut analyser tranquillement les réformes qui ont été mises en place, en voir les effets positifs et négatifs, et là procéder potentiellement à des ajustements, voire à une annulation totale, si on considère que les effets sont plutôt négatifs que positifs. Mais il n'est pas question de dire par principe, on va jeter tout ce qui vient de se faire parce que je suis nouveau, et c'est plutôt du bon sens que de dire quand on est nouveau ministre qu'on va effectivement être dans la continuité, l'analyse de ce qui a été engagé avant de modifier quoi que ce soit. Alors Pap Ndiaye, il continue de tenter de se démarquer de son prédécesseur malgré tout, avec une insistance marquée sur le bien-être des élèves et des équipes éducatives. L'école, ça doit être aussi le lieu du bien-être et de l'accueil. Vous l'avez cité tout à l'heure. Michel Fils, Pap Ndiaye cherche-t-il à renouer le dialogue justement, un dialogue complètement cassé, on peut le dire clairement, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron? Je crois qu'il prend acte qu'il y a beaucoup de souffrance derrière les statuts et des élèves et des enseignants. Hein, on parlait la semaine dernière ici même des violences verbales et des autres violences, hein, jusqu'au harcèlement quelquefois. Il y a aussi la question de la gestion de la discipline dans les salles de classe. Hein. Beaucoup d'enseignants sont confrontés à ce qu'on aurait appelé du chahut autrefois. Voilà, donc il faut que les élèves arrivent en classe, je dirais, le sourire aux lèvres, et la même chose pour les enseignants. Or, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Mais est-ce que c'est pas quand même complètement raté avec cette interview? Pardon, je pose la question à Bruno Bobkiewicz, mais on a bien vu les réactions tout le week-end et encore aujourd'hui. Les enseignants ne comprennent pas cette interview, ne comprennent pas la prise de parole. Bon, c'est la difficulté qu'on a déjà connue malheureusement sur le quinquennat précédent. C'est-à-dire, c'est jamais bien vu, quand on est ministre, de d'abord s'adresser à la presse et au grand public avant de s'adresser à ses personnels. Le ministre l'a fait dans la foulée puisqu'il a écrit aux enseignants hier, mais c'était trop tard, le coup était parti. Hein, donc nous, on l'avait... l'UNSA Éducation l'avait signifié. Je pense qu'il aurait été préférable d'abord de communiquer à l'interne que de communiquer à l'externe. Maintenant, ceux qui ont envie de voir le mal à travers tout ce qui est écrit peuvent le voir, c'est certain. Néanmoins, d'un point de vue communication, et c'est ça qui a aussi été mal vécu sur le quinquennat précédent, et particulièrement pendant la crise sanitaire, les personnels ont besoin d'une communication interne avant d'une communication grand public.
Oui, bah donc ce qui prouve donc qu'il y a quand même un problème global, puisqu'on savait que c'était quand même la priorité, et manifestement, c'est pas ce qu'il a fait. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé au Grand JT, d'avoir répondu à mes questions. Je saurais vous avoir à chaque fois, vous, hein, Michel Fize, qui détourne comme ça. Merci beaucoup d'avoir été là, Michel Fize, sociologue, Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-INSA. On se retrouvera, bien entendu, sur le Grand JT pour débattre de tous les sujets concernant l'éducation. Merci à vous. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve juste après la pub. De retour sur le plateau du Grand JT de l'Éducation, je suis ravie d'accueillir Benoît Dominguez. Bonjour. Bonjour. Benoît, alors merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur d'Epistème, une entreprise qui conçoit et développe des solutions technologiques éducatives. Et en mai dernier, des élèves du collège de Céret, dans les Pyrénées-Orientales, ont testé votre projet Défiez vos bancs. C'est une expérience absolument unique, car c'est un métaverse éducatif. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le métaverse éducatif ? Alors le métaverse éducatif, on va dire que c'est une reprise du concept de métaverse, donc qui permet en fait de mettre des individus dans un environnement virtuel et immersif en utilisant les casques de réalité virtuelle, et donc éducatif parce qu'effectivement cet environnement a une vocation éducative et donc d'évaluation pour vérifier effectivement que les élèves en retirent des concepts d'apprentissage une fois l'expérience terminée. Sur la forme, est-ce que c'est très différent des jeux vidéo qui existaient déjà il y a 5 ou 10 ans ou pas ? Alors, sur la forme, c'est sûr que d'extérieur, ça peut ressembler à une expérience, on va dire, ludique. La particularité, nous, de l'expérimentation que l'on a faite, c'est que ça a été co-développé avec les enseignants. Donc, on avait des objectifs pédagogiques particuliers sur plusieurs matières. Et donc, on a utilisé, on va dire, les mécaniques que les jeunes, par les jeux vidéo, connaissent et donc d'utiliser les aspects de motivation. Mais effectivement, le but était d'en tirer des notions et des apprentissages sur les matières identifiées. Évidemment, j'imagine bien. Non, j'imaginais juste en fait la différence avec un jeu vidéo qu'on pouvait connaître déjà, vous et moi, à notre époque. Donc en fait, c'est comme effectivement le cadre d'un jeu vidéo. On imagine qu'on a un masque, c'est ça ? C'est vraiment un cadre complètement virtuel. Et alors, on rentre dans ce jeu, a priori, mais qui, en fait, développe tous les projets pédagogiques que l'on connaît sur plein de matières différentes. Et c'est là où c'est très novateur, votre projet. On peut aussi bien étudier l'histoire, finalement, que les mathématiques ou le français, et en l'occurrence là, avec le projet Vauban. Tout à fait. La particularité, c'est effectivement d'avoir plusieurs matières. Donc, on a la capacité de réduire, on va dire, les temps de formation parce que les enseignants travaillent ensemble. Et donc, par un même contexte de formation ou d'apprentissage, on peut traiter plusieurs matières en même temps. Et on a aussi la capacité d'utiliser différents médias didactiques, c'est-à-dire qu'on a utilisé aussi les tablettes tactiles pour pas que les élèves passent beaucoup de temps dans le casque parce qu'il y a encore des réserves sur le temps d'utilisation. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir une scénarisation pédagogique qui prenne en compte les attentes des enseignants avec qui on a co-construit l'environnement et les moyens didactiques dont ils disposaient, donc les tablettes et les casques de réalité virtuelle. Alors effectivement, vous avez peur, et à juste titre, toujours de la virtualité, du côté écran et surutilisation des écrans. Mais en l'occurrence là, ça permet vraiment aux élèves, a priori, de s'intéresser totalement au projet. Le côté un peu ludique et un peu différent de l'apprentissage classique leur permet de rentrer tout de suite dans l'histoire et tout de suite dans le projet. C'est ça. Il y a l'avantage de la réalité virtuelle ou du monde immersif, c'est qu'on peut numériser ou créer un environnement de formation sur mesure selon le souhait des enseignants. Donc on peut créer effectivement des environnements que les moyens didactiques d'aujourd'hui ne sont pas accessibles pour des questions de coût ou de mobilité. Là, en l'occurrence, le projet Défiez vos bancs, donc qui se passait au fort de Bellegarde à Céret, on répondait en fait aux problèmes de mobilité, au problème de mettre en fait en immersion des élèves sur un château qu'aujourd'hui on ne peut plus visiter ou qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut à l'intérieur.
Donc là, l'idée, c'était d'exploiter un patrimoine existant qui, à son époque, répondait à des logiques d'histoire. Et donc, ça a été le cadre, on va dire, parfait pour un prof d'histoire qui voulait montrer l'architecture de Vauban à l'époque des rois. Et ce métaverse éducatif, est-ce qu'il permet aussi l'inclusivité, à savoir les enfants qui ont peut-être des difficultés d'apprentissage, est-ce que ça leur permet aussi d'apprendre autrement? Oui. Alors ça fait partie de la deuxième phase de notre projet. On travaille sur les aspects d'évaluation, mais également sur l'inclusion scolaire. Donc c'est-à-dire qu'effectivement ces environnements, si on est capable de comprendre en fait les processus d'apprentissage des apprenants, donc là on rentre dans le champ des sciences cognitives, on a effectivement par la suite la possibilité de créer des environnements qui s'adaptent à la manière dont les élèves apprennent. Donc ils vont tous vivre une expérience peut-être différente, mais ils vont arriver en fait aux mêmes connaissances en fin d'une session. Et donc ça, c'est vrai que l'aspect immersif et le numérique permettent aujourd'hui de critérier ces données et encore une fois, l'enseignant avec ces outils-là a la possibilité de réguler donc avec ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, où effectivement, a posteriori de l'expérience, il peut aller vérifier ou sur certains concepts venir appuyer un aspect qu'un élève aurait pu mal comprendre ou en tout cas mieux l'expliquer. Vous parliez de formation à l'instant, justement, par rapport aux enseignants. Est-ce que c'est compliqué de former les enseignants à ce type de pédagogie, à la réalité virtuelle, au métaverse? Et comment, surtout, appréhendent-ils ces nouvelles méthodes? Alors, votre question est assez, on va dire, importante, puisqu'elle est même centrale dans notre démarche. Nous, on n'imagine pas les métaverses éducatifs de demain sans les enseignants. Donc effectivement, ça demande une culture et une formation par rapport à ce concept-là. Donc, écoutez, on a une population, quand elle comprend les enjeux et qu'on lui donne les moyens d'accéder à ces dispositifs, qui est en fait tout en fait enclin à collaborer même avec l'entreprise qui peut avoir une connotation financière sur le projet. Mais là, on a cassé complètement les barrières. On a des enseignants qui se sont passionnés des technologies et des technologies qu'on déploie, nous, dans le cadre de la formation et de l'éducation, de la même manière qu'on a notre équipe de développeurs qui s'est passionnée d'histoire, de technologie et de mathématiques sur les enseignements qu'on devait développer. Donc il y a effectivement cette possibilité de collaborer. Il faut effectivement un accompagnement et donc il faut un cadre propice pour cela. Mais effectivement, dans le cadre de cette expérimentation, c'est effectivement démontrer que ces partenariats sont possibles et qu'on peut intégrer le corps enseignant sur ces aspects-là, puisqu'effectivement, ils sont de plus en plus demandeurs. Et j'ai envie de dire, sorti d'une crise de Covid, où on a vu aussi les avantages ou l'inconvénient du numérique sur certains aspects, ça permet aussi des remises en question et on est là aussi pour répondre à ces questions et d'imaginer l'école de demain avec le numérique. Alors justement, oui, il y a quand même une véritable fracture numérique, on le sait. Quelle serait la solution pour remédier à cela? C'est une bonne question. Oui, elle est longue, je sais, la réponse est longue. Vous n'avez pas forcément le temps, mais du moins, comment on peut appréhender cette révolution numérique? Et est-ce que, j'imagine que les solutions que vous proposez chez Epistem, elles font partie aussi de cette voie-là. Nous, si vous voulez, on est sur le terrain. Donc, on a en tant qu'entreprise EdTech une approche 360 de l'environnement de l'éducation. Donc, on côtoie les collectivités locales, territoriales, on côtoie l'éducation nationale, la DRAN, on côtoie le monde enseignant, donc on côtoie les élèves, les parents. Donc, je pense que la réponse vient de tous ces acteurs. Donc, il faut créer des synergies, il faut créer de la communication, il faut entendre les besoins de chacun. Et je pense que les acteurs et les moyens sont là. Donc après, c'est mettre en place, le numérique est une solution, mais ce n'est pas obligatoirement une fin en soi. Mais je pense que le fond de tout ça, c'est de réunir tous ces acteurs, de pouvoir arriver à se mettre autour de la table et surtout de penser à l'éducation de demain et que nos enfants apprennent mieux. Je pense que si déjà on est sur cette même vocation, il y a moyen de casser cette fracture numérique parce qu'il y aura une volonté d'avancer. Et chacun à son niveau, et nous en tant qu'entreprise de EdTech, on fait notre rôle de sensibiliser sur le numérique et de ce qu'on peut faire. Mais je pense que chacun a une pierre à apporter à l'édifice. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer pour notre éducation de demain.
Alors racontez-nous, parce que moi j'aime toujours comprendre comment un projet a démarré. Racontez-moi comment vous est venue l'idée de ce projet justement Vauban, qui s'appelle Défier Vauban, que vous avez fait avec les élèves du collège de Céré. C'est-à-dire que vous êtes un passionné à la base, par exemple, de jeux vidéo et d'histoire. Vous vous êtes dit, voilà la meilleure façon finalement d'enseigner. J'aurais adoré être dans une immersion complète dans ce fameux château. Alors, pas du tout. C'est un projet qui a 4 ans, alors je vais faire la version courte, je vous rassure. C'est un projet qui a 4 ans parce qu'effectivement il a fallu sensibiliser tous les acteurs que je viens de citer précédemment. Et l'idée c'était effectivement de démontrer à l'éducation nationale et notamment le rectorat d'académie cette possibilité, cette capacité que l'on peut avoir de travailler avec des enseignants et les entreprises EdTech. Donc ça c'était le postulat de départ. Et effectivement au-delà du discours, il faut pouvoir démontrer que c'est techniquement faisable. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance dans les Pyrénées-Orientales d'avoir eu des partenaires qui ont cru à notre projet et qui ont mobilisé tous les acteurs. Et on a pu trouver donc, dans la ville de Céré, au collège Jean Hamad, une équipe d'enseignants qui avait un projet pédagogique, donc qui nous a été apporté avec une maquette d'un château. Et donc l'enseignant de mathématiques et d'histoire faisait ce cours sur cette maquette depuis plusieurs années. Et le fait d'avoir parlé de ce projet, des possibilités qu'on pouvait amener avec les technologies qu'on utilise, ça a été en fait le démarrage du projet. Et donc effectivement, c'est vraiment les enseignants qui nous ont amené le projet et nous on a été à leur service, puisqu'il fallait effectivement que ça soit leur outil de travail au quotidien. Est-ce que ça c'est envisageable, c'est ma dernière question évidemment, pour tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés, mais surtout accessibles en termes financiers, car j'imagine que ça coûte de l'argent quand même. Alors, ça coûte de l'argent. Maintenant, le numérique, la grande valeur du numérique, c'est que c'est facilement duplicable. Donc, quand on a un modèle qui fonctionne à l'état d'une classe ou d'un collège, le concept, je caricature, est facilement duplicable. Ce qui fait que quand on a des collectivités territoriales, par exemple, qui financent les moyens et les infrastructures, je pense honnêtement que le budget peut rester le même. Sauf que s'il est pensé de manière générale et globale pour mettre les mêmes moyens à tout le monde, je ne pense pas que ça soit une surcoût. Voilà. Après, il faut effectivement que ce soit utilisé. Ok, écoutez, c'est gagnant-gagnant dans les deux côtés, donc c'est formidable à la fois pour les élèves et à la fois pour la société Epistème. Bravo, merci mille fois Benoît Dominguez d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur d'Epistème, une entreprise qui est donc située dans les Pyrénées-Orientales ou pas, où je me trompe ? C'est bien ça, oui, c'est ça. Voilà, une entreprise qui conçoit et développe des solutions donc, technologiques, éducatives. Merci d'avoir été sur le Grand JT. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite en plateau. Mickaël, alors vous nous emmenez en Algérie pour nous parler de l'apprentissage du français à l'école. Oui Virginie, car la semaine dernière, l'Organisation algérienne des enseignants a appelé le ministère de l'Éducation nationale à retirer le français du programme de l'école primaire, une demande qui fait suite à la décision du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a ordonné l'adoption de l'anglais à l'école primaire. L'idée serait donc de remplacer le français par l'anglais. Cette décision a été prise après une étude approfondie menée par des experts et des spécialistes qui entrent dans le cadre des réformes du système éducatif entreprises par le président. Il met ainsi l'accent sur la nécessité de réviser les programmes éducatifs en se référant, je cite, à l'esprit pédagogique qui a permis la formation depuis l'indépendance d'une élite dans diverses spécialités. Alors l'Algérie serait-elle sur le point de suivre l'exemple du Rwanda, également ancienne colonie française, qui à la veille du sommet de la francophonie en 2008 avait décidé d'adopter l'anglais comme langue d'enseignement à tous les niveaux et au sein de l'administration? La question se pose. Oui, parce que la langue française a en effet une histoire particulière avec l'Algérie. Oui, pour rappel, le français a été la langue imposée au peuple algérien par le pouvoir colonial à partir de 1830 dans un territoire devenu à l'époque partie intégrante de la France. L'objectif était bien sûr la désarabisation des Algériens, mais paradoxalement, c'est après 1962, donc après l'indépendance, que l'usage du français s'est étendu chez les Algériens grâce aux efforts de scolarisation déployés par le jeune État, ce qui explique l'expansion de la langue française devenue par la force des choses la langue de l'administration, la proportion de lettrés dans cette langue dépassant de loin celle de lettrés en langue arabe. Et ce n'est qu'en 1978 que l'école fondamentale, totalement arabisée,
est instaurée. À cette époque, certaines écoles choisissent un enseignement entièrement en arabe et d'autres, les plus nombreuses, enseignent la langue arabe pour les matières littéraires et la langue française pour les matières scientifiques. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à partir de cette date, l'apprentissage du français dans les écoles algériennes va disparaître progressivement jusqu'au début des années 2000. Car si le français a disparu de l'enseignement primaire et secondaire, il reste la langue d'enseignement pour de nombreuses filières scientifiques dans le supérieur. Une mise à niveau des étudiants est donc souvent nécessaire et à cause de ça, le taux de redoublement est particulièrement élevé à cette époque. Et ça, c'était jusqu'au début des années 2000, pardon ? Oui. À partir des années 2000, les autorités ont entamé un vaste programme de réhabilitation de la langue française. Donc on a retiré, puis on remet la langue française. On remet aussi également d'autres langues étrangères dans le cadre de la réforme de l'école algérienne. Et c'est l'introduction de l'enseignement du français dès la deuxième année de primaire qui a constitué la mesure la plus spectaculaire, une mesure qui a contribué ni dans une vision, ni dans une politique ouvertement assumée et reconnue, à instaurer pendant plus de 20 ans un état de bilinguisme, de fait sinon de droit, dans le système éducatif et dans toute la société. Et ça, jusqu'à l'annonce la semaine dernière du président algérien et de l'organisation algérienne des enseignants qui veulent donc une nouvelle fois retirer le français du programme de l'école primaire. Et alors pourquoi mettre un coup le français et un coup le retirer ? Ça montre bien toute la complexité de la place de la langue française dans la société algérienne depuis l'indépendance. Langue qui reste dans l'esprit de tous, celle de l'ancienne puissance colonisatrice. Et à côté de ça, la position d'un pays qui est le plus grand pays francophone après la France, mais qui ne fait officiellement pas partie du monde de la francophonie. Virginie. Merci Mickaël, on comprend aussi que l'anglais c'est quand même la langue la plus parlée au monde, donc voilà. Merci Mickaël, c'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine c'est Charlie Nestor qui répondait à ces questions, regardez. Quel type d'élève étiez-vous ? Assez bizarre, c'est-à-dire que... Je ne m'attendais pas à ça, bizarre, ok. Si, j'étais un élève bizarre parce que j'adorais l'école. Oui. J'adorais me retrouver avec mes potes, avec mes potesses. Moi, j'ai toujours été au milieu, vous savez, le bon copain. Celui qui fédère. Ouais, le bon copain. Voilà. C'est-à-dire que depuis la primaire, moi, je suis le confident. Donc les filles venaient me voir en disant « je suis trop amoureuse. » Vous êtes une bonne écoute, en fait. Ouais. Et donc, moi, j'allais voir le fameux en lui disant « Tu sais pas quoi, Nathalie, elle est trop amoureuse de toi. » Voilà. Moi, j'étais au milieu. Donc, je faisais passer des messages, etc. C'est moi qui organisais les booms, c'est moi qui organisais les pique-niques, les machins, etc. Ah oui, vous aviez un rôle important. J'ai toujours adoré ça. Alors que, voilà. Moi, il faut que j'organise. Voilà. Ouais. Déjà, ah oui, déjà, il y avait ça. Ah oui, il faut que j'organise, il faut que ça passe par moi. Ah, vous aimiez bien ce rôle. Ouais, j'adorais. Ça prend du temps. Oui, mais bon, moi, je considérais que du temps, j'en avais. Voilà, je faisais une chronique, ça c'était au lycée, je faisais une chronique à partir de la seconde, qui s'appelait la chronique de Charlie, que déjà. Ouais, le melon. Oui, voilà. Et donc, tous les mercredis. C'était compliqué de trouver un nom. Oui, voilà, la C2C. Et donc, tous les mercredis, je faisais la chronique, c'est une chronique sur le lycée, etc. Ça faisait marrer les gens. Ouais, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé être au centre, en fait, de l'attraction. Finalement, ça doit s'expliquer, docteur. Non, mais finalement, c'est le métier que vous avez choisi après. Oui. Vous étiez populaire, alors ? Oui. Ah oui, au collège, au lycée, extrêmement populaire. Je faisais au collège un truc qui va sans doute vous faire sourire. En fait, je pianotais un peu, je faisais du piano. Et vous savez, en secondaire, enfin en tout cas vers la troisième, les jeunes filles, souvent, écrivent des poèmes. Donc moi, je les mettais en musique. Oui. Et donc, je faisais des espèces de mini-tubes du collège. Et donc, je faisais des cassettes que j'offrais. Voilà. C'est vous qui chantiez dessus ? Oui, bien sûr. Et tout le monde me réclamait la fameuse chanson, la dernière chanson, etc. Donc, le mercredi après-midi, je faisais que ça. C'est-à-dire que j'enregistrais. Mais j'étais trop content. J'avais mon tube du... C'est quand même assez créatif, en vrai. Oui, en fait, moi, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne tiens pas en place. Il faut toujours que j'ai une idée, une envie. Lulu vous le dirait, je le saoule assez facilement. C'est-à-dire, je me dis, tiens, on va faire ci, on va faire ça. Et lui, il me dit... Il est plus fatigué. Oui, c'est ça. Voilà, ça doit être ça. Est-ce que vous aviez des bonnes notes ? Alors, oui, quasiment, on va dire. Sauf en maths. Alors en maths, je n'ai jamais réussi. J'ai eu mon bac avec une petite mention, avec 1.
Ah oui, Oui. donc ça veut dire des notes excellentes par ailleurs. Bah oui, mais alors j'avais pas le choix. C'est-à-dire que là, j'étais obligé, parce que je savais que je n'aurais pas les maths. Donc Évident. vous étiez quand même ce qu'on peut appeler un bon élève. Ouais, je crois que ça s'appelle fumiste en fait. C'est-à-dire que quand tout d'un coup il y a l'échéance, alors là, moi je me suis enfermé pendant 3 semaines avec un copain dans une maison vide, sans meubles, sans rien, pendant 3 semaines pour réviser le bac. Ça a été efficace. Oui. Donc voilà, Oui, c'est ça oui, mais l'essentiel. j'avoue que, mais bon, un peu de chance aussi, un peu de. Ouais, ça résume un peu ma vie, hein. C'est-à-dire que voilà, hop, ah bah, tiens, c'est pour moi. Ah, bah, voilà. Et vous avez grandi où? J'ai grandi à Gonesse. J'ai grandi dans le Val d'Oise avec beaucoup de bonheur. J'ai tout fait là-bas, de la maternelle à la terminale. Après, je suis parti faire mes études à Paris, mais j'ai tout fait là-bas. C'était mon coin, c'était ma ville. Il n'y a pas un trottoir que je ne connaisse, il n'y a pas un arbre que où je n'ai pas grimpé. Je connais tout là-bas. Je connais tout. Excusez-moi, Oui. c'est la fameuse ville où, enfin, on la connaît malheureusement aujourd'hui à cause du crash de Concorde, parce qu'avant personne ne connaissait Gonesse, et le fait que Concorde se soit écrasée à Gonesse, maintenant les gens connaissent cette ville. Ben non, Malheureusement, enfin, j'aurais aimé qu'ils la connaissent pour d'autres raisons. Quel rôle jouaient vos parents dans votre éducation? C'est un rôle, ma maman, parce que j'ai surtout grandi avec ma maman a tout fait pour que les choses se passent bien. Voilà. Moi, j'étais le petit dernier, donc le petit chouchou. D'accord. Oui, Ah non, oui, je l'admets complètement. Le petit chouchou, je veux ça, bon d'accord, je veux partir là, bon d'accord, ça. Ça Ouais, explique peut-être pourquoi vous aimiez bien être au centre de l'attention. Oui, sans doute. Ah oui, bah, moi j'étais. Voilà. Beaucoup d'amour vous avez eu alors. Ouais. Ma maman, elle en avait tellement. Et j'en ai encore, hein, d'ailleurs. Mais non, c'est vrai que ça a été un bonheur total. Moi, j'ai eu une enfance, franchement, idéale. Pas. On n'avait pas beaucoup d'argent, hein, mais vraiment, je me suis éclaté. Beaucoup de copains, beaucoup d'amis, beaucoup. Et avec vos 2 frères? Alors non, j'avais 2 sœurs. 2 sœurs? Enfin, j'ai toujours, hein, tout va bien. J'ai 2 sœurs, 2 plus grandes en fait. On a un petit écart d'âge, mais elles ont eu la mauvaise idée de partir avant. Donc, Ah, vous n'avez pas grandi ensemble? un petit peu, mais à un moment donné, vous savez ce que c'est, indépendance, etc. Alors que moi, pas du tout. Alors moi, moi j'étais très très bien. Moi, je suis parti. C'est normal, vous étiez le chouchou. Je suis parti, j'avais 27 ans. Donc, Quoi? Ouais. Je me dis non. Ah oui, moi j'étais Un bien. petit côté Tanguy, quoi. Oh, faut pas exagérer, on parlait pas de ça à l'époque. Non, c'était vraiment le côté tout va bien, quoi. Tout va bien. J'avais commencé même à travailler, tout ça. C'est votre mère, au bout d'un moment, qui a dit bon, quand même. Non, c'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à cause des trajets. C'est-à-dire que tout d'un coup, et c'est notamment quand j'ai commencé à travailler avec Christophe de Chavannes, donc là, le rythme était quand même un petit peu péchu. Et du coup, voilà, faire les allers-retours et tout ça. Donc je me suis dit, je vais trouver un appartement le plus proche possible du bureau. Ce que j'ai trouvé. C'était dans le 17e. Donc j'ai trouvé un truc vraiment super proche. Donc du coup, voilà. Peut-être raison, hein, peut-être un côté un peu réfléchi. Non, mais à l'époque, on ne réfléchissait pas comme ça. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Charlie Nestor, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Charlie. À demain. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Il y a un épisode nouveau tous les 15 jours qui est proposé justement à ses enfants et à ses parents. Dernièrement, il y a quelqu'un de très important qui justement, lui aussi est devenu un fan de Powers, tellement fan qu'il a réalisé son tout premier investissement en tech. À vos côtés, Yann, c'est le gardien de but de Chelsea et l'international de l'équipe du Sénégal, Edouard Mendy, qui se transforme en véritable gamer pédagogique à vos côtés. Il faut dire qu'il est aussi père de 2 petits garçons de 4 et 6 ans. Et il le dit lui-même, il constate que les enfants sont très connectés évidemment, mais parfois mal connectés. Vraiment, la rencontre avec Edouard, c'était vraiment une rencontre évidente, parce qu'en effet, il est papa d'enfants de 4 et 6 ans qui sont déjà connectés, qui utilisent des smartphones pour jouer, etc. Et donc, en effet, lui-même cherchait des alternatives intelligentes à ce temps d'écran qui existait déjà. Et donc, très vite, on s'est entendu sur l'idée qu'il y avait une alternative intelligente à construire avec Powers. Et voilà, ça s'est fait très naturellement. Très naturellement aussi parce que
il le dit lui-même, il a envie aussi de voir à quel point ces outils numériques peuvent apporter quelque chose à l'éducation. Il dit que Powers vit juste. Dis donc, vous avez de la chance. On a trouvé une application pour assembler à la fois le plaisir et le fait de s'instruire. Je trouve ça absolument génial. C'est exactement ce qu'on avait envie de construire depuis le début. C'était l'idée d'utiliser l'attractivité du jeu vidéo. Vraiment, en fait, ce qu'on veut, c'est que les enfants choisissent de jouer à Powers plutôt que de jouer à Fortnite, à Minecraft, à Animal Crossing ou à tous les jeux vidéo. Donc on construit un vrai jeu avec votre dragon, des personnages, etc. Mais dans lequel, en effet, vous allez apprendre des choses sans même vous en rendre compte. Et donc je pense que très vite, Edouard, qui est lui-même gamer d'ailleurs, lui-même joue à des jeux vidéo, s'est rendu compte qu'à travers un jeu vidéo, on était capable de créer une alternative pédagogique. L'autre truc qui était hyper important pour lui, comme pour nous depuis le début, c'est de rendre l'éducation plus accessible. On sait que le jeu vidéo et les consoles sont partout aujourd'hui, mais il y a souvent un débat autour de pour ou contre l'écran, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réfléchir à comment on utilise cet écran et ces jeux vidéo qui sont partout pour les rendre utiles, et c'est ce sur quoi on s'est reconnu et rencontré dès le début. Voilà, cette éducation accessible pour tous, à travers Powers, et avec l'aide d'Edouard, c'est vraiment notre objectif commun. Tu as attendu, tu le disais effectivement, Opium pendant 2 ans. Comment tu expliques cette si longue attente? Tu voulais absolument justement passer par la fondation. Pour toi, c'était évident? Pour moi, c'était évident que je voulais un chien guide, d'une part pour me sentir plus en sécurité dans la rue. La canne, c'était hors de question? Hors de question. Pour moi, c'était une étiquette qu'on nous collait, d'aveugle, qu'il ne faut pas approcher pour pas déconcentrer et que c'est une personne à part. D'accord. Et le chien, c'est beaucoup moins... Enfin, ça rejette beaucoup moins les gens. Enfin, ça les empêche moins de bien nous parler. Parce qu'il y a le chien et du coup, comme on l'a vu dans les couloirs tout à l'heure... Oui, on va tout vous dire en coulisses. Voilà. On a eu un petit peu de retard pour cette émission parce que tout le monde est venu voir Opium avant qu'il fasse sa grosse sieste et tout le monde est venu lui faire un gros câlin. Il est magnifique, on le comprend. Ouais. Du coup, ça attire les gens à venir nous parler et ça crée des liens. Et du coup, pour moi, la canne, ça n'a jamais été une option. D'accord. Et du coup, après, je suis dans une association qui s'appelle le SIAM 92, qui a pour but d'aider les jeunes malvoyants ou aveugles à s'intégrer dans la société, à l'école ou dans la vie journalière. Par exemple, pour les petits, les aider à s'habiller tout seuls. Pour les plus grands, les aider à se maquiller, à faire la cuisine, à faire la vaisselle. Et ils m'ont parlé... Mon instructrice de locomotion m'a parlé de la fondation parce qu'elle me connaît depuis longtemps et elle savait que la canne, c'était hors de question pour moi. Du coup, elle voulait trouver des alternatives pour que je me déplace en sécurité totale. Ouais. Parce que sans canne, c'était très compliqué pour moi de me déplacer en sécurité. Et du coup, elle m'a parlé de la fondation et très vite, ma mère et moi, on a fait mon dossier. Qu'on a envoyé et quelques mois après, on nous a reçus. Et après, il y a plusieurs stages dans la fondation. Ouais. On a un premier stage, un week-end, où on découvre le milieu du chien guide. Après, on a une semaine, si notre premier stage est validé, où là, on va apprendre à se déplacer dans la ville avec le chien et s'occuper du chien 24 heures sur 24 pendant une semaine. Et si cette étape est validée, on revient 6 mois après environ, pour 3 semaines de stage. Et justement, pendant ces 3 semaines de stage, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on parfait? Qu'est-ce qu'on apprend? Les 2 premiers jours, on teste tous les chiens qui ont été éduqués du coup pendant 6 mois pour nous. On regarde les affinités qu'on a avec certains et les éducateurs de chiens donnent leur verdict sur le chien qui nous correspondrait le mieux. Et au bout de ces 2 jours de stage, on nous remet notre chien. Définitif qui nous accompagnera pendant 8 ans de notre vie, qui nous accompagnera pendant tout nos trajets. Et après, pendant les 2 semaines et demie qui nous restent, on travaille avec ce chien pour que quand on rentre chez nous, ce soit parfait et que le chien s'acclimate parfaitement à notre lieu de vie. Vous le citiez, il y a dans cette notion de positivisme, plus que de positivité, un rapport à la science. Alors, la petite dernière de l'aventure, ce sont les neurosciences. Exactement, oui, qui ont notamment mis en évidence à quel point les châtiments, notamment les châtiments corporels, les violences physiques, pouvaient avoir des répercussions sur l'esprit, sur la psychologie et sur le développement cognitif même des enfants. On sait que des enfants qui ont été
maltraités ont plus de chances d'avoir des troubles psychiques, des maladies plus tard. Ça, c'est assez bien étayé. Ce qu'on appelait d'ailleurs dans le temps la pédagogie noire. On en avait parlé ici avec Elisabeth Lucet, qui a coordonné un dictionnaire du fouet et de la fessée au PUF, et qui racontait... Excellent dictionnaire, d'ailleurs. Absolument, passionnant. Et qui racontait cette pédagogie noire, noire parce que négative, mais noire parce qu'on ne la voyait pas aussi. Elle était cachée, quoi. C'était les violences ordinaires contre les enfants. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la violence contre les enfants, parce que la violence physique contre les enfants, elle a longtemps été parfaitement assumée, même jusqu'à tout récemment. Jusqu'au XVIIIe siècle, on considérait que l'enfant était frappé du péché originel, donc le frapper, c'était faire sortir le diable, donc c'était même recommandé. Et puis, progressivement, effectivement, on a compris avec l'essor de la psychologie que ça faisait quand même quelques dégâts. Ça faisait des dégâts. Et puis, moralement, c'est devenu inacceptable. Donc, il y a eu effectivement tout un mouvement militant, et on peut s'en réjouir, pour dénoncer cette pédagogie. C'est aussi intéressant le pouvoir d'attraction que ces stars du sport, Édouard Mendy en particulier, va pouvoir avoir sur ces enfants. Ça veut dire qu'ils ont un élément de plus pour pouvoir entrer dans cette proposition pédagogique. Ah mais c'est exactement ça. Il y a deux choses qui sont importantes pour nous quand on fait ce partenariat avec Édouard depuis le début. Un, ça matérialise notre ambition. Édouard, il est connu dans le monde entier, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est le meilleur gardien du monde. Il est gardien, il est champion d'Afrique, d'Europe. Voilà, il a collectionné tous les trophées possibles pour un gardien de but en 2021. Il est connu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, un peu partout, en Afrique évidemment. Et puis, en fait, là, on le voit un peu dans cette vidéo, c'est un modèle pour les enfants. Vraiment, quand il est entré c'était dans une cantine là qu'on avait organisé cet événement, et que les enfants l'ont vu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qu'ils vont avoir envie de suivre. Et c'est hyper important pour nous d'avoir ces voix-là dans la vraie vie, avec ce qu'on a construit ici, mais aussi dans le jeu, on pourra en parler après, puisque Édouard va rentrer dans le jeu pour rencontrer les enfants virtuellement cette fois-ci. Il y a le retour chez soi, bien sûr, vous l'avez dit, tu l'as dit, il y a le retour à la maison, mais il y a aussi la grande rentrée des classes. C'est passé comment Elle a été filmée pour toi et pour Opium. Elle a été filmée sur Brut, et on peut voir que j'étais très très stressée. Plus stressée que lui. Oui. Par rapport au regard des autres, tu étais stressée ou tu étais stressée par rapport... En fait, le regard des autres, je savais qu'il allait être gentil parce que ils étaient au courant, les élèves, qu'il y allait avoir un chien guide. Du coup, j'étais pas trop stressée pour le regard des autres, mais plus pour comment je vais pouvoir gérer un chien en même temps en cours, parce qu'il y a des horaires. Et je me disais, si à un moment Opium a envie d'aller faire ses besoins pendant une heure de cours, comment je vais faire ? À la cantine, il y a énormément d'élèves. Comment je vais faire pour le sortir ? Et finalement, on fait comment ? Les amis. Moi, mes amis, elles m'accompagnent partout. Parce que si je me sépare de mes amis ou de n'importe quelle personne, je ne peux pas la retrouver parce que je ne vois pas les personnes de loin. Et du coup, ça a été très stressant pour moi de me dire mais comment je vais faire pour m'occuper de mon chien toute seule ? Et je me dis, c'est pas possible et c'est pas grave. J'ai des amis pour ça, donc... ça m'a beaucoup rassurée. Avec un peu de recul, Opium, ça a été bénéfique, bien évidemment, pour toi, mais pour toute la classe ? Oui. Même... Quelle mesure ça a resserré les liens avec tes camarades ? Ça a créé une ambiance particulière ? Il y a eu quelque chose en plus ? Pas forcément. J'ai toujours eu de bons rapports avec eux, mais ils sont... les profs disent que la classe est plus apaisée avec un chien, qu'il y a une meilleure ambiance. Et ils veulent être dans ma classe l'année prochaine. On va devoir mettre des chiens dans toutes les classes, là. Ça ne va pas arranger l'éducation nationale. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils voulaient être dans ma classe pour Opium. Je ne sais pas comment le prendre, mais bon. Je pense qu'il y en a aussi pas mal qui ont dû demander un chien à leurs parents. Toutes ces questions-là, au fond, et ça croise ce que disait Amal à l'instant, ça renvoie à la question quels parents veut-on être ? Béatrice Caméraire, qui fait partie de votre équipe, qui a coordonné, je crois, ce numéro, ouvre l'édito par cette phrase bien connue : avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. Exactement. Alison Gopnik, qu'on citait tout à l'heure, a une très belle image dans un livre qu'elle a fait il y a quelques années. Elle dit il y a des parents charpentiers qui font des plans pour leurs enfants, qui élaborent tout, qui construisent, qui font leur charpente
charpente et qui sont un peu stressés, forcément. Et puis, il y a les parents jardiniers, qui, eux, savent que la vie débordera toujours, que tout ne dépend pas des parents et qui se contentent de faire un écosystème nourricier en espérant que ça pousse bien, que l'enfant poussera bien. Voilà, exactement. Voilà. Quitte à ce que ça ne ressemble pas tout à fait avec ce qu'il avait en tête, mais voilà. Et je dois dire que cette image, elle correspond bien à une critique sous-jacente qui est adressée à l'éducation positive, qui passe parfois par un surinvestissement parental et qui finit par réduire l'éducation à un travail, alors que l'éducation, c'est d'abord une forme particulière d'amour. Et ce qui compte au fond pour un enfant, c'est d'abord de se sentir considéré, aimé, et pas d'être modelé pour réussir un projet parental. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. On se retrouve demain, canal 247 sur les Freebox, schooltv.com, les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Merci beaucoup, Mickaël. Merci Virginie, à demain. À demain. Bah oui, avec plaisir. Chouette, alors voilà. Bye bye.